merci d'être venu à cette table ronde, même si pour l'instant elle est plutôt sans table, oui. Mais merci beaucoup d'être venu pour écouter nos quelques paroles. Je voulais vraiment dire que c'était vraiment important pour nous en tant qu'artistes d'avoir quand même un public, parce que dans ce travail qu'on mène sur plusieurs années, il y a une vraie solitude de l'artiste à travailler dans son coin, à travailler dans sa tête. C'est souvent très mental et du coup, si on n'avait pas ces moments-là où les personnes prennent la peine de se déplacer et d'avoir un véritable échange, en tout cas c'est quelque chose qui est vraiment important pour nous en tant qu'artistes. Donc je vous remercie d'être venus et surtout quand vous avez la possibilité, n'hésitez plus, sachez que c'est vraiment important pas seulement pour l'artiste, mais pour l'œuvre en tant que telle, pour qu'elle puisse continuer à exister. Donc moi je présente ici avec l'artiste Louis Bacou un projet qui s'intitule Terre Incognita. C'est une série qui est extraite d'un grand corpus intitulé Démons et merveilles, qui s'écrit démons comme les monts de Vénus et les mers qui veillent sur nous. Donc c'est vraiment un projet assez féministe. C'est un féminisme que je dirais matriarcal, qui est plus dans une notion qui va vers un art de la réparation et dont le but est de réhabiliter son propre corps, à nouveau de pouvoir habiter son corps et d'habiter son cœur. Alors je sais que ça peut paraître un peu naïf, mais je vois bien qu'aujourd'hui, dans la société dans laquelle on vit, on désincarne de plus en plus, les espaces sont désincarnés, et l'humain vraiment perd de son statut en tant que tel. Et du coup, pour mes enfants, pour tout ce qui relève de la transmission, j'avais envie aussi de leur dire qu'il y a d'autres choses qui ont existé. Moi-même, je l'ai vécu dans une double culture, qui est la culture amazigh, et qui est une culture dans le sud du Maroc, qui est dans la région de l'Anti-Atlas, dans les montagnes. Et là, il y a une véritable expression d'une culture animiste, où on est en osmose avec tous les éléments qui nous entourent, tous les éléments de notre environnement. Et bien plus que cela, il y a une communication qui se fait entre ces éléments et l'humain, et qui est un peu le garant de l'équilibre de cet environnement, vraiment va être un élément qui va stabiliser tout en étant dans la bienveillance, alors que ce soit évidemment avec les plantes, avec les animaux, avec les arbres, avec toute cette nature environnante. L'humain va trouver sa juste place. Donc il va toujours y avoir cette quête d'être dans quelque chose qui va prendre soin de tout ce qui nous entoure. Et à ce titre, la plus petite fourmi va être tout aussi importante que l'âne ou la vache qui est dans l'étable, vraiment, ou que la plante qui est devant la maison. Donc tout ça, c'est un écosystème. Et pour avoir vécu dans cette société où il y a beaucoup de rituels qui sont manifestés régulièrement que ce soit des rituels d'initiation ou de magie, comme on peut le voir dans les quelques rituels que je propose. Au cœur de ça, c'est vraiment la manière dont on peut à nouveau avoir sa place dans la société. Alors, le fait de travailler sur ces thématiques-là, évidemment, c'est pas déconnecté de ce qui se passe aujourd'hui. On voit que les photos que je présente, elles sont tramées avec des yeux. Et ces yeux, le fait d'avoir tramé ces yeux, alors d'abord il y a toute la symbolique autour de l'œil, c'est le troisième œil, c'est l'œil de la protection, c'est l'œil de la connaissance, etc. Et cette trame avec les yeux permet vraiment au spectateur de ne plus être seulement dans un état passif, parce que du coup ça l'oblige à reculer, à avancer, à reculer, du coup à prendre une posture aussi. Et pour moi c'est aussi un pendant un peu symbolique de notre posture dans notre société contemporaine. Donc voilà un peu pour le contexte. Après, je ne sais pas ce que je peux vous dire d'autre. Il y a quelques images tirées d'archives et sur le thème de la magie en particulier. Donc c'était aussi
toujours ce travail que je fais maintenant depuis un certain temps autour de la réécriture de l'histoire et la manière dont on a évincé les femmes de cette écriture de l'histoire. Et la magie des archives que j'ai pu trouver, évidemment ce sont des archives réalisées par la gente masculine, et de dire que finalement ce qui reste c'est cette trace écrite, puisque les femmes n'avaient pas accès à l'écriture. Donc cette trame écrite et l'oralité, donc cette manière de transmettre de toutes ces femmes le vrai savoir, il est évanescent. Donc c'est aussi une réflexion sur comment cette culture de l'oralité, elle peut aussi continuer à exister et prendre place autrement que par l'écriture aujourd'hui. Donc la photographie, c'est un support qui permet de le faire. Mais vraiment, c'est du coup d'essayer de sortir cette invisibilisation des femmes de cette écriture de l'histoire. J'essaie de voir un peu qu'est-ce que je peux vous dire d'autre par rapport à cette série pour l'appréhender. Alors il y a bien sûr le travail autour du bestiaire, autour des animaux. La culture amazigh, c'est une culture où il y a énormément de contes. Et par exemple, le sanglier dans la culture amazigh, c'est le roi de la forêt, de notre forêt, au même titre que le lion. Et je peux peut-être vous raconter une petite histoire. Au moment où le dieu, entre guillemets, a distribué les pouvoirs, donc tous les animaux viennent et ils vont chercher un attribut. Et du coup, le sanglier, c'est le seul qui lui a dit « Moi, ne me donne rien, tu me donnes juste la force, et moi, mon destin, j'irai le chercher tout seul. » Donc voilà, cet animal qui est toujours dans la... Effectivement, il a la force et il va chercher son destin par lui-même. Et du coup, dans la magie, c'est aussi ça que les gens recherchent, c'est cette force. Quand il y a des rituels avec le sanglier, on va chercher cette puissance, cet empuissancement d'être dans la nature. Après, ça dépend des actions qu'on a envie de mener, mais c'est cette force qu'on va aller chercher. Le rituel du serpent, c'est un autre rituel qui va nous permettre de plutôt se considérer dans une forme de régénération. C'est une renaissance qu'on met en scène à travers le rituel du serpent. Le rituel du coq, c'est aussi d'autres pouvoirs en réalité. Et donc le fait de les mettre en scène, ça permet d'aller... L'humain va chercher ses attributs dans les animaux pour pouvoir les incarner et être d'autant plus fort. Enfin, il y a vraiment une notion d'empuissancement à travers ces rituels liés aux animaux. Donc voilà un petit peu pour ce qui se passe un peu dans les photographies proposées. Il y a aussi le rituel de la fumigation. Bon, alors, le rituel de la fumigation, on le retrouve dans toutes les cultures et dans toutes les religions. C'est considéré comme un rituel de nettoyage. Moi j'aime ce rituel parce que d'un point de vue symbolique, il parle aussi de cette capacité à être présent dans l'absence, parce que la fumée fait disparaître les choses. C'est aussi un rituel qui permet de réfléchir sur la notion d'illusion et de tout ce qu'on peut projeter à travers tout ce qui est lié à la fumée justement, et qui est censé normalement régénérer aussi. C'est beaucoup un rituel qu'on utilise dans les rituels initiatiques pour le passage à l'adolescence ou le mariage, ou vraiment pour les grandes, et même le divorce. Voilà, donc toutes les périodes de la vie qui sont... mais ce sont des grands nettoyages. Donc le corps, c'est vraiment... il est mis en scène. Pour moi, je l'associe toujours à une forme de danse. Et pour moi, c'est comme une danse de l'âme, finalement, où on va lâcher des énergies et qui vont être récupérées par voilà, des attributs, que ce soit des peaux de bêtes ou des plantes. Ou, c'est comme le tapis d'un inconscient pour moi. Et donc, du coup, c'est pour ça aussi que mes photographies, elles sont constituées comme des tapis. C'est un réservoir qui capte toutes ces énergies. Et donc c'est vraiment important d'avoir voilà, toutes ces différentes dimensions que je trame entre elles finalement, que ce soit la dimension symbolique, la dimension anthropologique. Tout ça me donne un ensemble qui me permet d'avoir du recul sur une culture, sur une manière d'être dans la société aujourd'hui,
y compris cette notion d'être visible, invisible, c'est quelque chose qui est très contemporain en réalité aujourd'hui dans nos sociétés, par rapport à une posture politique ou même par rapport au statut de l'artiste. C'est quelque chose auquel je fais souvent référence, notre statut de l'artiste, entre ce qui est dit, ce qui est montré, ce qui est mis en place. On est souvent dans une forme d'illusion, désillusion, qui moi m'interpelle et du coup ce travail, c'est bien que ce soit un travail d'investigation sur une culture avec un peu la posture de l'artiste chaman, ça me permet aussi d'être très critique sur ce qui se passe aujourd'hui sur la scène contemporaine, artistique, que ce soit en photographie ou en tant qu'artiste entre deux cultures, qui me permet d'avoir un double regard. Donc voilà pour ça. Peut-être un dernier point qui me semble important, c'est aussi de prendre la nature, l'élément de la nature comme un sujet à part entière. Aussi artistiquement parlant, c'est un élément qui me permet c'est un acteur à part entière. La nature, elle n'est pas là seulement, elle est le lieu de la performance, puisque ce sont des photographies performatives. C'est le lieu de la performance, mais au-delà de ça, c'est pas un décor, c'est un acteur aussi dans ce travail. Donc pour moi, la photographie, le lieu, a vraiment la forêt, en tout cas la nature, elle a toute sa place, tout comme on peut choisir un modèle. Donc